Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 erreurs à ne pas commettre lors du financement de son acquisition d'entreprise et plus généralement dans notre stratégie de croissance externe. Et croyez-moi, vous allez gagner un temps fou. Vous êtes actuellement dirigeant d'entreprise ou investisseur et vous vous apprêtez à signer une lettre d'intention ou alors protocole de cession. C'est un peu comme un compromis lorsqu'on signe à l'acquisition d'un bien immobilier en vue d'acquérir cette fois non pas un bien immobilier mais une société. Bravo, donc vous avez fait vos calculs, la rentabilité elle est là, le prix de cession est cohérent par rapport à ce que vous pouvez financer, très bien, mais il s'agit maintenant de ne pas commettre l'irréparable. Et les conséquences dans le cadre d'un financement de société peuvent être vraiment, vraiment très importantes sur votre vie personnelle. Donc il s'agit vraiment d'éviter de commettre l'irréparable en vue d'intégrer efficacement et surtout sereinement, on le verra dans quelques instants, sa société au sein de votre groupe. Voici les 7 erreurs à ne pas commettre. 1. Mettre de l'apport personnel. Ça, je l'ai mis en numéro 1 puisque ça ne devrait jamais exister dans le vocabulaire d'un deal maker, donc d'une personne qui fait de l'acquisition d'entreprise toute l'année. C'est ne jamais, jamais, au grand jamais, faire d'apport personnel, quelle que soit la source de financement possible et imaginable pour financer l'acquisition d'une société. C'est vraiment la philosophie qu'il faut avoir dans le cadre d'une acquisition d'entreprise et plus généralement dans le cadre d'une stratégie de croissance externe. Donc ne mettez jamais d'apport personnel lors de l'acquisition d'une société. Il faut savoir une chose, c'est que les sociétés réalisant entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est le sujet et le cœur du mastermind Buy and Build que j'anime sur l'acquisition d'entreprise sans apport et sans caution personnelle, sont des actifs qui sont volatiles. Alors, ça reste des actifs, hein, donc c'est très bien, il faut savoir en acheter, mais ce sont des actifs tellement volatiles que ils sont vraiment soumis aux aléas du marché. Je fais un exemple, il faisait absolument pas bon d'être hôtelier pendant la période du Covid ou il fallait absolument pas être restaurateur pendant la période du Covid. Bref, vous avez compris mon idée, les marchés peuvent être très volatiles, il peut y avoir une loi qui passe, qui sape complètement le marché de votre business et vous aurez perdu l'intégralité de vos économies durement gagnées. Donc ne faites encore une fois, je le répète jamais assez, faites jamais d'apport dans le cadre d'une acquisition d'entreprise. 2. Faire appel aux banques. Ça, c'est la deuxième plus grosse erreur. Les banques sont des gestionnaires de risques. Alors, ils sont là pour prêter de l'argent, ils gagnent de l'argent en prêtant de l'argent, mais ils sont là pour se prendre le moins de casseroles possible et donc avoir le maximum de personnes qui payent leur crédit. Donc ce sont avant tout des gestionnaires de risques. Et en ces temps incertains, ils vont redoubler de vigilance, donc avec raison, pour sélectionner les meilleurs dossiers et les moins risqués. Pour cela, ils font des audits très poussés, comme vos avocats lors d'une acquisition d'entreprise, pour savoir si l'entreprise est viable ou non dans le cadre d'un LBO, donc un leverage buyout. C'est le financement, c'est l'appellation un peu barbare du financement que les banques accordent pour acheter, pour acquérir une société profitable ou non. Si vous n'avez jamais fait d'acquisition, vous aurez de grandes chances d'être rejeté. Il faut être un entrepreneur expérimenté, voire très expérimenté pour aller voir la banque et demander des centaines de milliers d'euros, voire des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Et en plus de ça, si vous avez une stratégie de conglomérat, non pas forcément de buy and build, donc acquisition dans le même secteur d'activité, si vous avez une stratégie de conglomérat, donc typiquement vous faites une acquisition dans le secteur du bâtiment, vous faites une autre acquisition dans le secteur informatique, vous faites une autre acquisition dans le secteur de la restauration. Donc si vous n'avez pas d'expérience dans le secteur d'activité et que vous voulez faire une première acquisition et que vous souhaitez passer par un système bancaire, ce n'est même pas la peine de demander, ils vont vous réclamer dans tous les cas une expérience significative du secteur. Et si, par le plus grand des miracles, vous arrivez à progresser avec eux et donc d'obtenir à une offre de financement, ils vous demanderont, quoi qu'il en soit, 20% d'apport au grand minimum et bien entendu votre caution personnelle, ce qui n'est absolument pas envisageable. Alors on va parler de caution personnelle dans la prochaine erreur à ne pas commettre, mais là, dans tous les cas, on parle d'apport et comme vous le savez, il ne faut absolument pas faire d'apport dans le cadre d'une acquisition d'entreprise, donc c'est croix rouge. Troisième erreur que font souvent les personnes qui souhaitent financer une acquisition, c'est accepter une caution personnelle.
Donc pour les mêmes raisons que l'apport personnel, les sociétés entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, notre cible, encore une fois dans le mastermind Buy and Build, puisque j'enseigne à racheter les sociétés entre 1 et 10 millions d'euros qui sont profitables, non pas en difficulté, et sans apport et sans caution personnelle, c'est que ce sont des sociétés qui sont des actifs très volatiles. Donc cette fois, vous ne perdriez pas que vos économies durement gagnées, mais aussi votre maison. Puisque une banque, hein, si vous la remboursez pas, elle va saisir vos actifs. Elle va saisir certes la société que vous dirigez actuellement, mais elle saura que c'est un actif qui est très peu liquide. Elle va surtout saisir votre immobilier et avant tout votre maison. Et elle va la revendre aux enchères ou sur le marché, peu importe, pour récupérer sa mise. Donc ne cautionnez jamais personnellement un prêt. Quatrième erreur, proposer du 100% crédit vendeur. Vous rencontrez un cédant, hein, je pose un peu le contexte, son prix de cession vous convient, vous lui proposez de régler le prix en 100% crédit vendeur. Sachez une chose, alors je sais qu'il y a beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais certains formateurs sur le web qui proposent des modèles en 100% crédit vendeur. Il faut être réaliste. Alors c'est tout à fait possible, hein. Je ne dénigre absolument pas, ça existe. J'ai déjà moi effectué des acquisitions en 100% crédit vendeur, ça peut exister. Mais si vous souhaitez avoir un taux de transformation, donc une stratégie d'acquisition où le cédant vous dit oui quand même dans 50-70% des cas, et non pas un oui sur 50 rendez-vous ou 100 rendez-vous vous faites, il faut être réaliste. Ce modèle a de très faibles chances d'être accepté pour le vendeur. En effet, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui a 65 ans. Est-ce que vous accepteriez, vous, de céder votre entreprise sans avoir un minimum de cash? Je dis pas 100%, hein, mais un minimum de cash en contrepartie le jour de la signature de la cession de votre entreprise. C'est quand même un peu normal de vouloir, investir dans l'immobilier pour faire sa retraite, investir, dans sa maison ou investir dans une autre entreprise si le cédant change de secteur d'activité. Il va quand même vouloir avoir un peu de cash le jour de la cession. Donc cela est difficile, comme je le disais, mais pas impossible à entendre. Mais si vous souhaitez maximiser vos retours, vous devez proposer une partie cash à la signature de la cession et une partie différée en crédit vendeur. Alors pour moi, c'est obligatoire. Si vous avez vu les autres vidéos de cette chaîne, sachez que je propose au minimum 20, 30, voire 50% du prix de cession en crédit vendeur, parce que pour moi, c'est une marque de confiance du vendeur dans le futur de son business. Et en plus de ça, ça me sert à financer aussi le rachat de sa propre entreprise sur l'exploitation de celle-ci. Mais 100% crédit vendeur, non, pour ma part, je le propose pas jamais, mais à 99%, j'évite de le faire puisque c'est très difficile à faire passer. Cinquième erreur, se priver de négociations, que ce soit avant la LOI. Alors la LOI, ça veut dire quoi? C'est letter of intent, c'est lettre d'intention en français. C'est l'équivalent d'un compromis dans l'immobilier. Donc c'est un avant-contrat. Ou avant la signature du contrat de cession, donc la signature officielle du transfert d'actions ou de parts sociales. La négociation intervient avant la signature de la lettre d'intention ou protocole de cession, mais aussi et surtout à la fin des audits. Une fois que vos avocats, après la signature du compromis ou de la date d'intention, ont fait les audits, donc 3 mois après le compromis, c'est là où vous avez le plus de pouvoir de négociation. Donc ne vous gênez pas. Vous pouvez encore faire chuter le prix de 10, 20, 30% assez facilement, puisque le cédant se sent beaucoup plus engagé forcément qu'au début du process. Donc ne vous en privez pas, c'est là où votre pouvoir de négociation est le plus fort, et cela permettra de moins financer le jour de la session, et donc de vous rémunérer plus, et pourquoi pas de prendre un système que j'appelle dans le mastermind le deal fee, c'est avoir une rémunération conséquente, entre 50 et 1 million d'euros, que vous pouvez vous libérer le jour 1 après l'acquisition de l'entreprise. Sixième erreur, faire appel au love money pour la partie cash du prix de cession. Pour les mêmes raisons que l'apport personnel ou la caution, ne faites jamais appel aux membres de votre famille. On appelle ça le love money pour souvent créer une entreprise plutôt que la reprendre, pour financer l'apport ou une partie du prix de cession en cash. En plus de perdre cette somme, vous perdriez aussi vos relations familiales. Donc vous allez faire perdre les économies durement gagnées à votre oncle et à votre tante, et en plus de ça, vous allez perdre vos relations familiales. Mauvais plan. Septième et dernière erreur, faire appel à des BA, donc des business angels, donc des investisseurs particuliers souvent, pour la partie cash du prix de cession. Il faut savoir une chose, c'est que les business angels sont des investisseurs qui sont sophistiqués. En plus de vous demander un pourcentage de participation à vos côtés dans le deal, ils vont vous réclamer une présentation et des audits
complet, en plus de vos avocats, pour votre future acquisition. Donc c'est l'équivalent de faire appel à une banque, hein, concrètement. Cela va ralentir votre deal, puisque vous aurez des tonnes de papiers à donner. Cela va le complexifier et en dernier lieu, cela rendra une cession future de votre acquisition, à moins que vous souhaitiez la garder toute votre vie, mais si vous souhaitez la céder un jour, ça va rendre cette cession bien plus complexe, puisque vous aurez des associés à vos côtés et, mis à part si vous avez un bon pacte d'actionnaires, vous serez bloqué dans toute cession. Donc, pour moi, c'est aussi un mauvais plan. C'est fortement déconseillé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sous cette vidéo, pardon, et liker et bien sûr commenter la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Merci à vous, à bientôt.